Jeudi 4 septembre 2025, bonne arrivée dans le Grand Journal sur Swag Radio. Pour présenter ce Grand Journal, Erlich Dorelash depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici les infos. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince rencontre le Conseil de l'Ordre des avocats. Quelques jours après avoir officiellement pris ses fonctions à la tête du parquet de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement, Maître Roosevelt Cadet, a rencontré les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de la capitale. Voici un extrait signé Télé Guinée. Friction, il y a moins de friction que possible entre avocats avec parquet, de telle sorte que la justice a marché bien, que le justiciable n'est pas bloqué dans le dossier. Donc c'était ça l'objet de visite. Nous pensons que c'est un entretien qui est très intéressant. Nous pensons que ça a un résultat et ça permet qu'il y ait une harmonisation entre parquetiers, entre le ministère public, l'autorité ministère public, avec avocats. Donc nous avons relative satisfaction après rencontrer ça. Monsieur le bâtonnier, dans ce maintenant, il était rencontré avec le ministre de Justice et de Sécurité publique. Sur question ça, est-ce que c'est un suivi qui fait sous dossier rencontre Baoua été ensemble avec le ministre de Justice Patrick Pellissier qui fait rencontre ça les mêmes niveaux possible jeudi? Non, on ne pas dit c'est un suivi puisque nous avons déjà eu rendez-vous ça depuis une semaine auparavant. Nous étions déjà préoccupés par ça et en plus, le commissaire de gouvernement, il était fait nous l'honneur, il vient visiter nous dans Baoua une fois que l'était installé. Et donc ça a fait très plaisir et nous avons décidé de continuer à parler avec lui. C'est dans ce sens-là que nous avons un rendez-vous qui est fixé déjà. Cependant, entre-temps, comme question, ça, c'est une question qui préoccupe que le parquet lui-même, officier parquet, même si les magistrats ont relevé tout de ministère de la Justice, nous avons parlé avec le ministre de la Justice hier sur question ça, nécessité pour une harmonisation, et c'est bien comprendre que pas qu'à gagner entrave dans l'exercice professionnel, en route avocat, et il faut que capable militer normalement, il faut capable gagner une bonne relation. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Dans une interview accordée à Radio-Télé Guinée d'Haïti, le porte-parole de la primature Val Aidé a rejeté ce qu'il qualifie de rumeur, faisant croire que le gouvernement haïtien sera en négociation avec des groupes armés dans l'optique d'obtenir une trêve. Écoutons un extrait. Gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé, non, il va rentrer dans le comme ça. Pas de question de négociation avec les groupes armés. Et m'a bail minimum 2 raisons qui fait ça. La première raison, tant pis le monde qui t'a donné plein pour question drone que le gouvernement, à travers la police nationale, a utilisé. Bon, me dis non, si tu as une option, tu as une volonté quelque part, tu as une réflexion qu'a fait pour négocier avec les groupes armés, task force là, qui créée par le pouvoir exécutif, que Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé qui doit le regard sur lui comme Premier ministre, chef CSPN, il va pas créer. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Ensemble de moyens d'accompagnement à longueur de journée que Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé a bail à la police là, à task force là, à mission multinationale de soutien pour intensifier les opérations, il n'y a pas de balil. 3, souvenez, les blindés, les matériels que vous commandez pour renforcer la capacité opérationnelle police là, il n'y a pas de faire. Il y a juste rentré, Premier ministre avec les autres institutions comme chef CSPN, la police, il y a juste rentré dans la négociation. Pas comme ça. Parce que c'est deux forces contraires. L'État qui est dans le domaine de la légalité, ouais, l'État qui est dans le domaine de la légalité, qui a une obligation de protéger les citoyens à travers des institutions légales, constitutionnelles, etc. Et des forces c'est des forces qui ont posé des actions illégales. Pas de question comme ça. Ouais, m'ba raison, m'a reprendre encore. Si le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé a rentré là-dedans, task force a pas crier. Moyen que la bailleuse pas bailleuse. Pas de question comme ça. Parlons de l'alphabétisation dans ce grand journal.
Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Mozart Clérisson, a annoncé l'ouverture prochaine de plusieurs centres de formation à travers les 10 départements du pays. Cette initiative marque la relance officielle de la campagne nationale d'alphabétisation prévue pour le mois d'octobre 2025. Écoutons un extrait. Alphabétisation sont facteurs clés que liés dans le pays pour réaliser des objectifs de développement et par rapport à la société. Donc, l'alphabétisation, son travail, côté que l'État pas quitter le monde dehors, il pas quitter le monde derrière, il fait tout le monde mettre en état pour capable et avancer avec lumière dans l'esprit, avec compréhension de réalité qui gagne pour permettre que le pays ait même sorti d'un état de non-développement pour arriver à développement. Donc, le travail d'alphabétisation sont actions que l'État accomplit pour le permettre de réaliser tout rêve que le gagne pour moun yo. Il fait plusieurs côtés dans le monde. Maintenant, qu'à Haïti, il a commencé en 1944 ou 1943 sur le hauteur, sous président relais Elie Lescaut. Malheureusement, jeudi, 80 ans après, on a parlé de l'alphabétisation. Autrement dit, malgré ensemble de tentatives qui sont faites en d'un pays pour arriver à alphabétiser une masse importante de monde, l'État haïtien pas arrivé à réaliser le travail ça. Et plusieurs tentatives, des tentatives qui sont faites en 1944, gagné en 1949, gagné en 1967, gagné en 1986, des tentatives pour arriver à faire travail d'alphabétisation. Mais je dis à nous arriver avec une réalité qui dit gagner un pile monde qui pour alphabétiser dans le pays pour pays ça capable de rentrer sur rail développement. Parce que non pays qui pas gagné alphabétisation, un pile monde pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il tout un obstacle à développement pays. Non, il n'y a pas avancé dans faire alphabétisation, nous joignons des tentatives, un paquet de tentatives qui sont faites pour arriver à matérialiser le travail. Il y a plusieurs tentatives. Il a créé en 1994, le gouvernement de président de Jean-Bertrand Aristide, il a créé le bureau d'alphabétisation qui accueille nous là. Ça fait 31 années. Et aujourd'hui, n'a pas dit. Parlons de la rentrée scolaire en Haïti. Le collectif national des enseignants haïtiens pour une éducation de qualité, CONEC, a tiré la sonnette d'alarme en présentant un bilan jugé négatif de l'année académique 2024-2025. Dans une déclaration rendue publique, l'organisation syndicale a dénoncé les nombreuses difficultés qui ont marqué le secteur éducatif, tout en soulignant que la majorité de leurs revendications restent sans réponse. Écoutons un extrait signé Télé Guinée. Maintenant, 4 de débit, enseignant pour que jamais accès à lui-même. Donc, son bagage qui a parlé dans la bouche. Donc, salaire nous pas ajusté, nous pas gain 4 de débit, 4 assurances au Fatma, centre hospitalier, pas veut recevoir enseignant avec lui, l'on paraît et avec un 4 assurances au Fatma, médecin responsable presque tué. Et nous demandons des formations pour les enseignants, nous demandons attention particulière pour enseignants qui déplacent, qui quittent zone locale et non l'autre. Nous demandons tout pour l'État retirer Mounio dans le lycée de manière, capable de dire, pour l'État retirer Mounio dans l'espace l'école, dans toute dignité. À l'heure actuelle, pendant le ministère de l'Éducation nationale a cléonné l'école pour l'ouvrir, bon ensemble de lycées, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'espace. Là, on prend le lycée national de Pétionville. Lycée national de Pétionville, je suis capable de dire qu'il y a 4 à 5 autres lycées là-dedans. Il y a un lycée Jean-Jacques, il y a un lycée national de Carrefour-Feuille, il y a un lycée Fritz-Pierre-Louis, et lui-même il y a une faculté là-dedans qui s'est inaugurée. Je dis, il y a un ensemble de problèmes que l'ensemble syndicat, notamment Connect, a posé, le ministère de l'Éducation nationale, pas même. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le Conseil de sécurité municipale du Grand Sud a tenu sa deuxième journée de travail dans la ville d'Ekaï afin de rencontrer les autorités locales. L'objectif de cette rencontre était de discuter d'une série de mesures à adopter pour renforcer la sécurité dans le département. Écoutons un extrait signé
Télé-Guinée. Un événement qui produit, c'est pour la première fois, côté son loi qui a existé depuis 1er février 2006, que la loi ça a été dit chaque commune doit être dotée d'un conseil de sécurité municipale. Mais malheureusement, la loi ça a été sortie dans le journal officiel des Bonitaires, mais il n'est pas jamais activé. Grâce à ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, qui sont techniciens dans la collectivité territoriale, qui sont un monde vraiment qui a une pile capacité dans le domaine collectivité territoriale. Il a allé décrire ça dans Tiwa, à travers, alors faut me dire nous tout, n'était-ce pas volonté gouvernement, premier ministre, dans le cadre assise qu'il a organisé dans le sud, il te promet, il prend le travail avec le ministère de la Justice, avec le ministère intérieur, pour rendre le Conseil de sécurité opérationnel. C'est ça que nous sommes fait là aujourd'hui. Nous avons fait au côté de la juridiction hier, côté que nous avons 6 communes qui prêtent serment. Ils prennent engagement pour travailler ensemble, toute autorité. Aujourd'hui, dans la juridiction au CAI, dans la deuxième journée de travail, nous côté que 9 communes arrivent, prennent formation ça, ils prêtent serment. Actuellement là, nous gagnons des comités et des conseils de sécurité dans chaque commune. Toute autorité, tout organe qui compose conseil de sécurité dans chaque commune, tout est présent et jeudi nous faisons une journée de travail en plein, tout le monde soit édifié. Nous prenons travailler ensemble, non seulement pour nous protéger la vie, mais nous prenons travail tout pour nous protéger la santé. Là, on a parlé de conseil de sécurité, là, on a parlé de sécurité. Sécurité a pas été seulement pour nous exam, pour nous veiller, pour nous faire prévention seulement, mais l'insécurité est sous toute forme. Façon que nous avons mené le territoire, façon que nous avons mené l'environnement, nous allons voyager sur tout aspect ça pour nous au moins capables d'avoir un environnement qui est normal. Le plus souvent, nous avons des assises criminelles, mais assises, ça, ce n'est pas assises criminelles, ils sont assises pour nous mettre le conseil de sécurité dans le département sud-là, à savoir toutes 9 communes qui sont dans le département sud-là. Donc nous autres, en tant que commissaire du gouvernement, c'est un devoir pour nous présents, pour nous assister au déroulement. Et à ça, parce que nous pouvons mettre force, nous pouvons mettre poids dans la balance pour nous collaborer à toute entité, à toute commune. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. You just have to say Alexa, open Swag Radio. Et voilà, comme ça, vous aurez Swag Radio chez vous. Et sur les liens que je partage sur WhatsApp, suivez la page WhatsApp de P-News, comme ça vous pouvez écouter Swag Radio. Nous irons aux États-Unis. La publication de 33 000 pages de documents liés à l'affaire Epstein n'a pas suffi à calmer la tempête aux États-Unis. La victime du prédateur sexuel soutenu par des élus démocrates et républicains réclame une plus grande transparence. Elle menace désormais de révéler leur propre liste de noms parmi les clients présumés du milliardaire. De ce côté, le président américain Donald Trump balaie l'affaire, la qualifie de canular démocrate. Voici un reportage signé Radio-Canada. J'avais 14 ans, 16 ans. Une à une, elles sont montées sur le podium, raconter leur cauchemar avec Jeffrey Epstein. J'avais seulement 14 ans quand j'ai rencontré Jeffrey, dit Marina Lacerda, qui parle pour la première fois publiquement. C'était l'été, j'avais 3 emplois pour soutenir ma mère. Une amie m'a dit que je pouvais me faire $300 en donnant un massage à un vieil homme. C'était le début d'un enfer qui durera 3 ans, jusqu'à ce que Epstein lui dise qu'elle était devenue trop vieille, à 17 ans. Les mains tremblantes, Haley Robson raconte qu'après avoir été agressée par Epstein à 16 ans en Floride, elle devait lui ramener des jeunes filles. Sachant que je ne voulais pas être agressée sexuellement, dit-elle,
J'ai commencé à ramener des filles de mon école et il me payait $200 chaque fois. La blessure reste béante malgré les années qui ont passé. Toutes ces survivantes réclament la publication de l'ensemble des documents sur l'affaire Epstein. C'est un canular démocrate, dit Donald Trump. Pourtant, ce sont des républicains et des démocrates qui lancent une procédure au Congrès pour forcer l'administration à publier les documents. On réclame une véritable imputabilité, dit Thomas Massie, un représentant républicain du Kentucky. Publiez les dossiers, laissez les Américains décider, dit Ro Khanna, représentant démocrate. Cela fait 20 ans qu'on attend, dit Lisa Phillips, une des victimes. On va créer notre propre liste, dit-elle. On connaît les noms. La plupart d'entre nous ont été agressés par eux. Mais les victimes ont peur des représailles. Chacune a reçu des menaces. En brisant le silence, on risque même la mort, dit l'une d'entre elles. Je n'ai pas peur de révéler les noms, dit Marjorie Taylor Greene. Je vais dévoiler chacun des noms des agresseurs, dit-elle. Je le ferai pour les victimes et j'en suis fière. Marjorie Taylor Greene fait partie des 4 représentants républicains qui veulent forcer la publication des documents. Il faudrait 218 votes à la Chambre. 212 démocrates se sont déjà engagés à voter à l'unanimité en faveur. Mais la majorité des républicains, à commencer par le président de la Chambre, n'est pas convaincue. Ici Azab Ouadlegorgis, Radio-Canada, Washington. Nous irons en Chine dans ce grand journal alors que la Chine commémorait le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Les regards se sont tournés vers la place Tiananmen où les troupes ont défilé avec solennité. Partout, le pays d'anciens combattants ont suivi l'événement devant leur télévision, revivant leurs années de combat, partageant la fierté nationale avec leurs proches. Voici un reportage à signer CGTN News. Ce mercredi matin à Changchun, chef-lieu du Jilin dans le nord-est de la Chine, Zhang Mengxian, vétéran de 99 ans, était assis droit devant son poste de télévision. Il était tellement enthousiaste qu'il n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Ce matin, il s'est levé peu après 4 heures, a passé son uniforme militaire et a attendu avec impatience de suivre la retransmission en direct à la télévision. Sur sa poitrine brillaient plusieurs médailles militaires, dont la médaille commémorative du 80e anniversaire de la victoire, qu'il a reçue il y a seulement quelques jours. Une distinction rare. Cette année, seuls 112 anciens combattants dans tout le pays l'ont obtenue. Pour M. Zhang, c'était un moment qu'il attendait depuis longtemps. Depuis des jours, il ne cessait de dire à quel point il avait hâte de découvrir les nouveaux équipements de l'armée. Ce que j'ai le plus envie de voir, ce sont les missiles et aussi les troupes spatiales, s'il y en a. Lorsque la formation de la frappe stratégique est apparue à l'écran, le vieil homme s'est penché en avant les yeux brillants. Né en 1926 dans une famille paysanne du Hebei, il a grandi en voyant les atrocités commises par les envahisseurs japonais. À 18 ans, il a rejoint l'armée rouge chinoise. En 1945, lors d'une bataille contre les troupes japonaises dans le mont Taihang, il a été grièvement blessé. Cet épisode l'a convaincu qu'un pays ne peut garantir la paix que s'il est puissant. Aujourd'hui, face aux réalisations de la Chine moderne, il se dit réconforté par le chemin parcouru. C'est une émotion immense. Je n'aurais jamais imaginé voir un tel spectacle. Aujourd'hui, on ressent vraiment tout. La force, la prospérité, la modernité. C'est la Chine que nous avons construite, devenue une grande puissance socialiste. Après la victoire contre le Japon, Zhang Mengxian a poursuivi son service. Toujours avide d'apprendre, il a intégré une université de médecine militaire en 1955 avant de devenir chirurgien dans l'armée. Il a pris sa retraite en 1978 après 35 années au service du pays, laissant derrière lui une carrière marquée par la rigueur et la bienveillance. Sous la conduite du parti, notre pays a gagné en force. Notre armée est devenue plus moderne. Et nous, anciens soldats, nous en sommes fiers. Ce mercredi... Parlons de la guerre en Ukraine. Poutine, prêt à rencontrer Zelensky s'il vient à Moscou.
inacceptable pour Kiev. Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu'il était ouvert à une rencontre face à face avec Volodymyr Zelensky à Moscou, tandis que Trump pousse pour des avancées afin de mettre au plus vite fin à la guerre totale de la Russie en Ukraine, qui est maintenant dans sa 4e année. Voici un reportage à signer Euronews. Vladimir Poutine se dit ouvert à une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mais seulement s'il vient à Moscou. Une demande promptement rejetée par Kiev, qui la qualifie d'inacceptable et rappelle qu'au moins 7 pays tiers se sont déjà proposés pour accueillir une telle rencontre. S'exprimant à l'issue d'un défilé militaire à Pékin, Vladimir Poutine a affirmé qu'il n'avait jamais exclu de rencontrer Zelensky, bien qu'il ait refusé toutes les propositions précédentes pour diverses raisons. Le Kremlin a évoqué à plusieurs reprises l'expiration du mandat présidentiel de Zelensky, alors que l'Ukraine ne peut légalement pas organiser d'élections tant qu'elle est en guerre et qu'une partie de son territoire est occupée. Les derniers propos de Vladimir Poutine font suite à un regain des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit. Le mois dernier, le président américain Donald Trump a reçu séparément Poutine et Zelensky, mais ces rencontres n'ont été suivies d'aucune annonce concrète. En parallèle, les principaux dirigeants européens font plus que jamais bloc derrière Kiev. Et Zelensky se rend jeudi à Paris pour une nouvelle réunion de la coalition des volontaires. Drame tragique au Portugal, nous irons dans ce pays. Un funiculaire a déraillé mercredi dans l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne, faisant au moins 15 morts et des blessés graves. Je dirais, le témoignage de l'accident a déclaré, un témoin qui a été sur place, a déclaré vu le funiculaire descendre à toute vitesse sur la pente abrupte où il circule quotidiennement avant de heurter un immeuble. Les précisions de la correspondante de France 24 à Lisbonne, Maud Petit-Jouvet. À Lisbonne. Bonjour Maud, quelles sont les premières pistes des enquêteurs portugais s'ils en ont pour l'instant ? Alors ici, tous les médias locaux parlent d'un câble qui soutenait la cabine et qui aurait lâché. Et c'est ce câble qui aurait lâché, qui aurait entraîné donc la chute de la cabine dans la rue, qui ensuite s'est retrouvé projeté contre l'immeuble, comme vous l'avez expliqué. Alors les yeux se tournent ici vers la société qui gère les transports ici au Portugal et à Lisbonne. Eh bien, elle s'appelle Caris. Et dans un communiqué hier soir, elle a répondu très rapidement que tous les protocoles de maintenance avaient été exécutés et respectés, que la dernière maintenance générale avait eu lieu en 2022 et des réparations intermédiaires avaient même eu lieu en 2024. Son président, le président de Caris, est venu ici sur place pour parler lui aussi et il a précisé hier soir que la maintenance avait été effectuée par une entité externe et que cela est le cas depuis près de 14 ans. Alors cela a de quoi faire parler ici dans cette ville qui n'a jamais connu de telles tragédies. La police judiciaire a ouvert une enquête. Les accusations pourraient porter sur négligence ou faute intentionnelle. Maud, c'est un symbole, une institution de Lisbonne qui est touchée par ce drame. Oui, là je me trouve dans le quartier, l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne. Le funiculaire que vous voyez derrière moi, il a été inauguré en 1885. Et dans ces cabines, une quarantaine de passagers peuvent y entrer et les touristes adorent y faire des tours pour visiter la ville. Il y a 3 millions de touristes chaque année qui empruntent ces funiculaires et certains des victimes de l'accident d'hier sont donc étrangères. Les médecins légistes se sont d'ailleurs activés toute la nuit pour pouvoir terminer les autopsies au plus tôt et pouvoir identifier toutes les victimes le plus rapidement possible. Ils l'espèrent dès ce matin. 3 jours de deuil ont été déclarés ici à Lisbonne et une journée de deuil national partout dans le pays. Maud Petit-Jouvet depuis Lisbonne pour France 24 à Lisbonne. Parlons des missions de paix onusiennes. L'ONU, les coupes budgétaires américaines menacent les missions de paix. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies font face à une pression financière accrue.
Les récentes coupes budgétaires américaines menacent leur capacité à protéger les civils dans des régions critiques comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Voici un reportage à signer Africa News. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies font face à une pression financière accrue. Les récentes coupes budgétaires américaines menacent leur capacité à protéger les civils dans des régions critiques comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Un porte-parole de l'ONU a averti mardi que ces contraintes pourraient avoir des conséquences graves. La semaine dernière, Trump a annulé 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère. Cela inclut 800 millions pour le maintien de la paix en 2024-2025. Pour 2026, la Maison-Blanche propose même de supprimer entièrement ce financement, critiquant les échecs de certaines opérations. Les États-Unis financent 27% du budget de l'ONU pour la paix. Cette réduction menace les missions déjà sous pression. Face à cette situation, l'ONU appelle ses membres à honorer leurs contributions. Actuellement, 11 missions de paix sont actives, mais sur elles pèse une lourde crise de liquidité. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 4 septembre 2025. Avant de plier bagages, aujourd'hui c'est la rentrée à Boston, mais depuis mardi, la rentrée a commencé à Milton, dans d'autres villes. Voilà, mon fils est déjà entré à l'école. Bonne année scolaire 2025-2026. Parlons de la météo pour aujourd'hui. Matinée fraîche et agréable vers 7h du mat, comptez environ 56 degrés Fahrenheit. Avec un soleil prédominant, les températures montent progressivement pour atteindre 72 degrés Fahrenheit vers 11h. Début d'après-midi doux à chaud entre 12h et 4h. Les températures aussi entre 74 degrés Fahrenheit et 78 degrés Fahrenheit, atteignant un pic vers 4h. Fin d'après-midi et soirée plus douce vers 5 heures d'après-midi, les températures redescendent vers 76 degrés Fahrenheit, puis autour de 72 degrés, 74 degrés Fahrenheit entre 7h et 19h, voilà, 6h et 7h, pardon. Nuit claire et légère, baisse de température à 20h, à 8h jusqu'à minuit. Le mercure redescend progressivement entre 69 degrés Fahrenheit et 64 degrés Fahrenheit. Voilà, c'est la fin de ce grand journal. Alors, merci de l'avoir suivi. Le message, Alexa, open Swag Radio. Comme ça, vous allez écouter Swag Radio. L'application de Swag Radio, ah oui, ça balance bien pour nous. Ça va arriver très bientôt. Passez un excellent jeudi pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Passez un excellent jeudi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain.